A tout de suite le monde à la carte, Guillaume Audat, avec ce coup de théâtre Made in Trump. Le président américain relance les négociations avec les Iraniens, mais dit-il vrai et avec qui peut-il discuter? Alors pour répondre à la question, Solène, on rembobine, on commence à Memphis. Hier dans le Tennessee, le président Trump est en déplacement préélectoral. Il a en tête ses électeurs à 8 mois des élections de mi-mandat et évidemment les marchés sur lesquels il jette un œil en permanence au moment où il fait cette volte-face. Il y a de bonnes possibilités que nous terminions par un accord. Nous leur donnons encore 5 jours et nous verrons où est-ce que cela nous mène. Et je dirais à la fin de cette période que cela pourrait très bien nous amener à conclure un très bon accord pour tous. Aussi bien que si nous avions été jusqu'au bout et nous les avions complètement annihilés. Et j'espère que nous n'aurons pas à le faire. Voilà, une fois qu'on a dit cela, la question qui vient, c'est à qui parle le président américain et ses émissaires. Des reporters lui avaient posé la question juste un peu plus tôt. Écoutez. Avec qui Steve Witkoff parle-t-il? Avec un haut responsable. N'oubliez pas que nous avons éliminé les dirigeants à 3 reprises. Nous avons affaire à l'homme qui, je crois, est le plus respecté et qui est le vrai leader. Et ce vrai leader, ça n'est pas le nouveau guide suprême iranien, mais quelqu'un d'autre dont le président américain n'a pas dévoilé le nom, dit-il, pour éviter qu'il soit tué. Et ça, c'est le point de départ, Guillaume, de toutes les spéculations. Voilà, dans un contexte où, en plus du terrain, la guerre de l'information bat son plein, très vite, la presse israélienne a fait circuler un nom, celui de cet homme que vous découvrez à l'écran, Khalibaf, le président du Parlement iranien. C'est un ancien chef de la police, un membre des gardiens de la Révolution. Donc, sur le papier, c'est l'homme de la situation, sauf qu'il s'est empressé, vous allez le découvrir, d'immédiatement démentir cette rumeur sur le réseau social X. Aucune négociation n'a eu lieu avec les États-Unis. De fausses informations sont utilisées pour manipuler les marchés financiers et pétroliers et sortir du bourbier dans lequel les États-Unis et Israël se sont piégés. Alors qui croire, Washington ou Téhéran? Alors le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on navigue en plein brouillard de la guerre. Reprenons les mots de ce fameux Khalibaf. Il évoque un bourbier. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux car le détroit d'Ormuz est toujours paralysé. Et sur notre antenne, le général Yakovlev parle, lui, d'une situation que Trump ne parvient plus à maîtriser. L'Iran est un meilleur incendiaire que Trump n'est pompier. Trump, il a le problème d'éteindre cet incendie. Et cet incendie ne s'arrêtera que si les Iraniens acceptent de l'arrêter. Je pense qu'ils vont lui poser des conditions très très dures. Alors, quelles sont ces conditions justement posées par Téhéran en Iran? La correspondance de Siavosh Ghazi. L'Iran pose ces conditions. Il faut que toutes les bases américaines dans la région soient fermées. Il faut que les États-Unis et les monarchies arabes du Golfe Persique payent des dédommagements et également que désormais tout pétrolier qui traverse le détroit d'Ormuz doit payer une taxe de 2 millions de dollars. Vous avez entendu, sur le papier, c'est totalement inacceptable à ce stade. Et puis, quid de l'uranium enrichi? Quid de ces missiles que continue à tirer le régime des Mollahs, notamment sur Israël hier soir? Beaucoup de questions, mais ça ne veut pas dire qu'un processus n'est pas enclenché. C'est tout le principe de la négociation. Négociation peut-être, mais enfin, chacune des parties continue quand même à montrer les muscles. Alors, les centrales iraniennes ne seront pas ciblées jusqu'à vendredi. C'est ce qu'a dit Trump pour sauvegarder et donner une chance aux pourparlers. Reste que Tel Aviv et Washington continuent à frapper, tandis que Téhéran, évidemment, on l'a dit, ne reste pas les bras croisés. Mais le fait remarquable, véritablement, c'est que les États-Unis continuent à se déployer. Les premiers Marines arrivent bientôt sur zone, tandis que la 82e division aéroportée, son des parachutes, est annoncée. Ça donne plusieurs milliers de soldats au sol dans les jours à venir. La paix par la force, la paix ou la force pour rouvrir le détroit d'Ormuz. Le bras de fer est engagé. Merci beaucoup Guillaume, très très intéressant. Nicolas, pourquoi est-ce que c'est hier que Donald Trump a fait cette volte-face et a annoncé des discussions et a reculé cet ultimatum? Pour la même raison que le 9 avril 2025, une semaine après le Liberation Day, souvenez-vous, la guerre douanière, non, les marchés obligataires m'indiquent que le taux de ma dette touche la zone rouge de 4,5% sur le taux à 10 ans d'emprunt des États-Unis. J'arrête, parce que là, c'est pas possible. Ça met tout le monde d'accord. C'est le juge de paix ultime, le taux d'intérêt souverain. Hier,
On a approché les 4,5%. Il fallait absolument dire stop. Sinon, on rentrait en zone rouge où là, la soutenabilité de la dette américaine est posée. Ça prend 24 heures. Donc Donald Trump sait très bien ce qu'il fait. Il joue intentionnellement avec les marchés. C'est pas le prix du gallon qui le guide, c'est le taux auquel l'Amérique emprunte. Je vous rappelle qu'on est proche des 40 000 milliards d'euros de dette aux États-Unis avec 1 000 milliards d'intérêts cette année. Et puis d'un mot, les marchés, ça n'intéresse pas que Donald Trump, ça intéresse aussi les millions d'Américains qui, vous le savez, eux, ont une retraite par capitalisation et qui regardent également les marchés parce qu'ils vont à la retraite et effectivement les dividendes qu'ils perçoivent lorsqu'ils vont à la retraite sont fonction de l'état des marchés.